Spirale. Point 54. Il y a le bourdonnement beige quotidien, l'anxiété de fond, et il y a les crises d'anxiété caractérisées. J'appelle mes crises spirales d'anxiété, car quand elles se produisent, ce ne sont pas tant des crises qui se jetteraient soudain sur moi, venues de nulle part, qu'une descente progressive, une dynamique qui m'aspire vers le bas. Mes spirales culminent quand le bourdonnement beige de l'anxiété atteint son paroxysme. Et vous savez, parfois, je préfère vraiment une spirale radicale que la torture sans répit du bourdonnement. Au moins, il se passe quelque chose. Au moins, on perce l'abcès. Note sur les crises de panique et les spirales d'anxiété. Je suis désormais consciente que l'anxiété extrême de beaucoup de gens, pour ne pas dire la plupart des gens, se manifeste physiquement. Elle ressemble un peu à une crise cardiaque. Dans de nombreux cas, quand on entend parler d'anxiété dans la presse, sur Internet ou dans les conversations, c'est à ce type de manifestation éclatante qu'on fait allusion. Des gens qui ont l'air calmes par ailleurs, marchent dans la rue, font du sport en salle ou, et cela semble être le cas le plus répandu, déambulent dans un centre commercial, lorsque soudain, bam, ils ne peuvent plus respirer. Leur rythme cardiaque atteint des sommets et ils se cramponnent à la poitrine. Ils tremblent, ont la nausée et des vertiges. Ce genre de crise attire naturellement une bonne partie de l'attention du corps médical. Personnellement, je n'ai subi ce genre de crise qu'une seule fois, à la fac de droit, au beau milieu d'un examen. Depuis, j'ai connu plutôt le plaisir de ce qu'on appelle, paraît-il, des crises d'anxiété intellectuelle, et que j'appelle spirales. Ces spirales sont cérébrales. Pour un observateur, j'ai l'air tout à fait normal, mais à l'intérieur, je suis un tourbillon de pensées et de nervosité. Je ne suis pas inconsciente de la situation. Bien au contraire, je suis hyper consciente. J'ai mené l'enquête pour essayer de comprendre pourquoi ces deux cas étaient si différents. Le docteur Mark Cross de San Australia explique que l'anxiété a tendance à s'extérioriser physiquement quand on ne comprend ni comment ni pourquoi elle survient. Ce genre de crise de panique survient quand les pensées déclenchent les vieux mécanismes de combat fuite et qu'on réagit persuadé que quelque chose de vraiment terrible est en train de se produire. Dans le cas des crises d'anxiété intellectuelle, on réagit par le combat ou la fuite tout en étant en mesure de comprendre ce qui se passe. Ce qui n'est d'aucune utilité, car notre hyperconscience des causes et des modalités de l'anxiété, ainsi que notre absorption profonde et sincère, nourrissent la spirale. J'ai récemment discuté avec une femme, Anna, lors d'un dîner, au sujet de ces deux cas distincts d'anxiété extrême. Elle avait vécu une série de crises de panique à la suite d'une rupture, quand elle avait un peu moins de 40 ans. Elle m'a dit qu'elle n'avait alors aucune idée de ce qui lui arrivait et n'a compris que plus tard que c'était une manifestation de son anxiété. Quand je lui ai demandé si elle était d'un tempérament nerveux, elle a répondu « Non, non, pas du tout », ce qui m'a amené à penser ceci. Les anxieux chroniques ont des spirales d'anxiété. Ceux qui sont par ailleurs détendus ont des crises de panique dans les moments de stress aigu. Enfin, c'est juste une idée. Point 55. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous parler de la façon dont les spirales d'anxiété se déroulent pour moi. Pourtant, c'est vraiment la dernière chose dont j'ai envie de parler, et jusqu'à présent, j'ai toujours évité de le faire. Seules 4 personnes dans ma vie m'ont vu traverser ces crises. Ceci dit, je pense que cela illustrera bien à quel point chercher à se raccrocher à des choses extérieures est vain quand on est anxieux. J'enfonce ici le clou.
Mes spirales d'anxiété sont le plus souvent déclenchées par l'incertitude et par le manque de contrôle que cette incertitude engendre. Vous avez peut-être envie de décortiquer les vôtres, d'enlever les couches une par une. À quoi cela vous amène-t-il? Regardez s'il ne s'agit pas de la croyance passagère, vide et infondée, que vous ne savez simplement pas que faire, ni ce qui se passe, ni ce qui est juste. Cela m'arrive quand je suis déçu par quelqu'un, ou quand quelqu'un ou quelque chose me laisse en plan, ou quand, un jour particulièrement instable, le vent n'est pas tout à fait comme il faut, et je n'ai pas dormi, et qu'un être cher n'appelle pas alors qu'il a dit qu'il le ferait, ou simplement quand je suis incapable de prendre une décision sur ce que je vais faire de mon dimanche, par exemple. Ces facteurs déclenchants peuvent me faire vaciller au bord d'un abîme de possibilités, où l'absence des limites et l'incertitude me submergent, si je ne les étouffe pas suffisamment tôt. Je sais, ces exemples sont ridiculement anodins. Et oui, ils me font penser aux enfants qui meurent de faim en Afrique. Mais c'est encore là de ces cruels paradoxes de l'anxiété. Plus le déclencheur supposé banal, plus on se sent coupable, complaisant et pathétique, ce qui renforce la spirale d'anxiété. Qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle est la bonne réaction émotionnelle ou rationnelle? Où est la certitude? À quoi est-ce que je m'accroche? Quand cela m'arrive la nuit, dans les affres de l'insomnie, c'est la question fatale. Est-ce que je vais réussir à dormir? Elle peut me vriller. Est-ce que je vais pouvoir m'activer demain si je n'ai pas dormi la nuit? Est-ce que j'aurai l'énergie de maintenir la confiance de mon équipe au bureau? Qu'est-ce que je vais faire si, à 4 heures du matin, je n'ai toujours pas fermé l'œil? Il n'y a aucune certitude, aucun contrôle. On ne peut ni forcer, ni microgérer le sommeil. Toute tentative en ce sens ne fait que repousser le sommeil plus loin au fond de l'abîme. Là-bas, tremblante au bord de cette incertitude, je cherche des solutions externes auxquelles me raccrocher pour m'empêcher de tomber, pour reprendre le contrôle de la situation et régler ce bazar. À mesure que l'absence de certitude et de limite augmente, je m'accroche à des solutions extérieures et formente des plans B, C et D. Très bien, donc s'ils n'appellent pas d'ici 11 heures, j'appelle mes amis X, Y pour voir s'ils peuvent venir déjeuner avec moi. Et j'appellerai mon ami Z pour lui demander ce que je dois faire. Les pensées affluent. Et si c'était le signe qu'il valait mieux que je déjeune seul? Et si c'était une leçon de vie et que j'étais en train de l'ignorer? Je me retrouve bientôt emporté dans une spirale de stratégies, de solutions contradictoires et complexes, en chute libre. Certains jours, je parviens à ralentir les choses, à séparer mes pensées et à mettre fin au cercle vicieux. Mais d'autres fois, la force est trop grande et je sombre dans l'abîme. Je demande souvent des conseils dans ces situations, de plus en plus de conseils. Quand j'ai rencontré Brené Brown, autrice à succès et célèbre conférencière sur TED.com, je vous raconterai notre rencontre plus tard, elle m'a dit « Demander conseil est un drapeau rouge ». Elle oppose les drapeaux rouges aux drapeaux verts. Un drapeau rouge lui dit qu'elle avance dans la mauvaise direction, qu'elle est dans une mauvaise disposition d'esprit et qu'il faut qu'elle s'arrête et se ressaisisse. Mes drapeaux à moi sont soit en noir et blanc, soit en couleur. Si quelque chose m'apparaît mentalement en noir et blanc, cela me signale que je suis trop rigide. Je pense que les gens pris dans la spirale de l'anxiété
ont beaucoup de mal à accéder à leur intuition. Depuis des années, on me dit de me fier à mon intuition et de suivre mon ressenti. Or, quand on souffre d'anxiété, et à plus forte raison quand on est pris dans une spirale, on est dans sa tête, pas ailleurs. Le sang monte des entrailles pour aller nourrir les pensées, vous déconnectant de votre intuition. Dans une chambre d'hôtel, alors que je venais d'écrire 30 000 mots de la première ébauche de ce livre, j'ai connu une spirale d'anxiété. Vous savez, pour rester en prise avec la réalité en temps réel. Nous étions, moi et le type naturellement doué pour la vie, celui que j'ai rencontré sur Tinder et qui va à la pêche à Hawaï, nous voyagions l'un et l'autre dans différentes parties du globe et avions décidé de nous retrouver pour partir ensemble à l'aventure. Nous ne nous connaissions pas encore très bien et nous allions devoir partager notre lit pour la première fois. Jusque-là, j'avais réussi à éviter cette étape plutôt fondamentale du processus de séduction. C'est franchement bizarre et encore plus bizarre d'en parler ici. En dépit d'années de travail pour essayer de déstigmatiser ma peur de ne pas dormir, je continue à contrôler rigoureusement l'organisation de mon sommeil sans relâche. Je suis persuadée qu'il faut que je le fasse pour pouvoir dormir, pour que ma maladie auto-immune ne se déclenche pas, pour pouvoir être active, diriger une entreprise, gérer d'autres humains et être une petite amie acceptable. Je mets des bouchons d'oreilles, un masque sur les yeux, et il m'arrive même de me coller la bouche avec du sparadrap chirurgical. Un truc très bon marché que m'a donné mon dentiste pour ne plus grasser des dents en dormant. À l'hôtel, je vérifie que les fenêtres ne claquent pas et que le tableau électrique et le minibar ne ronronnent pas. Le soir, je les éteins, idem pour le réveil près du lit. Quitter la chambre le lendemain nécessite tout un travail de rebranchement. Il faut que je me douche avant de me coucher, systématiquement. Ce point n'est absolument pas négociable. C'est comme ça dans 100% des cas. De plus loin que je me souvienne, au moins depuis mon enfance, je ne suis jamais allée me coucher sans avoir pris une douche au préalable. Quand je campe, j'emporte de l'eau en plus pour ma toilette. Mes amis et mes frères le savent et le prennent en compte dans la répartition des affaires dans les sacs à dos. Il m'est arrivé de me baigner dans des rivières à moitié prises par la glace, et même de me plonger directement dans la neige dans les Andes ou encore dans une piscine pleine de vases froides au Mexique. Un jour, au cours d'une randonnée dans le parc Kakadou, je me suis baigné dans une gorge pendant que mes amis Rani et Kari braquaient leurs lampes frontales sur les crocodiles postés sur la rive d'en face, surveillant le moindre mouvement de leurs petits yeux rouges. La simple présence d'un autre être humain allongé à mes côtés, les battements de son cœur, ses phéromones me font rester en état d'alerte pendant 7 heures. Tout cela est difficile à expliquer à la personne avec qui on sort depuis peu. J'ai honte d'avouer que je déploie des efforts démesurés pour ne pas avoir à le faire. Mais voilà, nous nous sommes retrouvés tous les deux à Hawaï. Un soir, dans une chambre double, sans nulle part où me carapater. À minuit, après un baiser sur la joue, tout était en suspens. Ma tête cherchait désespérément une solution lorsqu'un orage a éclaté. Les volets claquaient. Je jonglais mentalement avec 386 662 possibilités. Je n'avais pas dormi depuis plusieurs jours. Et si je n'arrivais pas à être une petite amie sympa demain? Et si mes inflammations se déclenchaient, que je dois me retirer dans une pièce sombre et que je fiche le séjour en l'air? Je suis descendue à la réception pour voir si je pouvais avoir une autre chambre. Elle coûtait 700 $. Est-ce qu'une nuit de sommeil vaut 700 $? Quelle est la bonne réponse? J'ai tenté de peser les pour et les contre en boucle. Je me suis tournée vers le naturellement doué pour la vie et je lui ai posé des questions.
demander de me rassurer, de me donner des garanties infaillibles. Il n'avait pas l'habitude de ça. Il a renâclé face à mon premier rejet. Quand il a tenté, ça ira. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'était pas suffisamment sûr de savoir quoi faire face à la spirale qui se produisait devant lui, et il est allé voir un ami. Je me suis agrippé le ventre, ce que je fais souvent quand je suis emporté dans une spirale d'anxiété, en enfonçant mes ongles et en me griffant. Un jour, j'ai passé une lame de couteau sur mon ventre, dans l'espoir que l'entaille dans la chair rende la scène plus réelle et mette fin à mes pensées. C'est tout ce que je cherche, que les pensées s'arrêtent. En réalité, cela n'a servi qu'à les démultiplier. Comment vais-je justifier cette cicatrice? Qu'est-ce que je fais de ça dans la polémique sur l'automutilation des femmes? La chute libre a continué. Voici une image qui aide à comprendre ce que je ressens alors. Comme dans le dessin animé, je suis Coyote qui pourchasse Bip Bip jusqu'à une falaise et pédale désespérément dans le vide en cherchant quelque chose à quoi m'agripper. Mais en dehors du ravin, il n'y a rien. Et plus je cherche à m'agripper, plus je panique et je tombe. Je cherche aussi des échappatoires. Me revoilà à Hawaï, considérant à plusieurs reprises le balcon du 4e étage. C'est une option. Il est plus facile pour moi de trouver un moyen de ralentir le tourbillon d'une spirale d'anxiété quand je suis seule. Mais quand viennent s'ajouter les besoins d'une autre personne, la perplexité que je lis sur son visage ou son recul défensif, voire simplement les battements de son cœur, la panique s'accentue. Je présume que mon être de base, celui que je suis redevenu, les perçoit comme une menace, et que mon mécanisme de combat fuite s'emballe. Je suis tellement coincée, il n'y a plus rien à quoi je puisse m'accrocher, que la seule issue est de sortir, de m'enfuir, pour mettre fin à mes pensées. Rien d'autre ne compte. Dans ces moments-là, je vais souvent courir. Lors de ma première spirale d'anxiété, j'ai couru 10 kilomètres dans la montagne, la nuit, sans chaussures ni soutien-gorge, en compagnie de mon premier petit ami Georges. J'ai couru dans Florence à 2 heures du matin, sans savoir où j'allais. Savoir où et pourquoi ne fait pas partie de mes préoccupations dans ces moments de désespoir. Il faut seulement que je sorte. Les proches essayent de comprendre cela sans avoir eux-mêmes vécu une de ces spirales. Ils peuvent facilement conclure que ces épisodes sont une attaque contre eux une fois que leurs efforts pour vous calmer ont échoué, ou une manière d'attirer l'attention, ce qui est aussi une attaque contre eux puisqu'ils n'ont pas dû vous accorder suffisamment d'attention. Mais il n'en est rien, je vous le promets. Après, ah oui, j'ai eu plusieurs épisodes de cet acabit avec le naturellement doué pour la vie. J'ai tenté de sauter d'une voiture en marche sur l'autoroute, de sauter par la fenêtre d'un logement Airbnb en France, pendant un voyage qui, de l'extérieur, aurait eu l'air parfait sur Instagram. Nous nous sommes disputés sans fin et avons fait ressortir le pire de chacun. Nous tendions chacun un miroir aux peurs de l'autre, notamment à la peur de l'abandon. Si l'on se réfère à ce que dit Marianne Williamson, nous étions tombés trop bas, exigeant que l'autre vienne à notre secours. Je ne trouvais plus la route qui nous aurait ramenés sur la terre ferme. Les pensées étaient trop nombreuses. Il fallait que j'y mette fin. Il fallait que je m'enfuis. Chaque fois, cela laissait le naturellement doué pour la vie totalement démuni, en colère et en demande d'explication. La honte et le regret que j'éprouvais ensuite, et encore aujourd'hui, sont indescriptibles. En partie parce que la seule réponse que j'avais à l'époque et aujourd'hui encore est « je ne sais pas ». Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas qui je suis dans ces moments-là. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas mettre fin à la spirale. Je suis pourtant intelligente.
mais c'est comme s'il se produisait un court-circuit. Quelque chose de très primaire se met en marche. Tout me dit de mettre fin aux pensées et que seul quelque chose de radical et de puissant y parviendra. Dans Rester en vie, Matt Haig explique ce qui se passe chez les anxieux qui font une tentative de suicide. Ils se fichent du luxe, du bonheur. Ils veulent simplement éprouver l'absence de douleur, échapper à un mental en flammes où les pensées flamboient, être vide. La seule façon d'échapper à ces pensées ardentes était, pour lui, de mettre fin à sa vie. Note assez longue sur le fait que notre entourage est vraiment dur quand nous sommes hyper anxieux. Je crois qu'il vaut la peine de reconnaître le paradoxe lié à notre entourage, dont les besoins, pensées et considérations s'ajoutent au cataclysme délirant qui sévit dans notre tête. Entourage qui, parfois, entrave nos tentatives maniaques de contenir notre anxiété, qui commence à partir en vrille, ce qui engendre de cruels paradoxes pour tout le monde. Il convient de mentionner que, pour en revenir à Hawaï, peu après le départ du naturellement doué pour la vie, je me suis passé de l'eau sur le visage. J'ai enfilé un jeans et suis descendu au piano bar. Là, je me suis assise avec un verre de vin rouge, j'ai écrit des trucs sur une serviette en papier et j'ai parlé d'amour avec le patron du bar. Sans la pression intense, ni la responsabilité de l'autre, sans sa confusion qui ajoute à la mienne, alors que j'ai juste besoin qu'on s'assoie calmement avec moi. Je suis capable de me rapprocher et de faire ce qu'il faut pour mettre fin à la crise, ce qui n'avait aucun sens aux yeux du naturellement doué pour la vie, quand je lui expliquai plus tard. Voici quelques autres paradoxes liés à l'entourage. L'anxieux a tendance à rechercher la solitude tout en ayant un immense besoin de connexion. Quand je suis anxieuse, toute ma personne désire s'extraire de la compagnie des autres humains. Je ne fais pas les choses en public. Je pars dans des zones retirées, loin des gens que je connais. Je prends mes affaires et je quitte une région, un continent, une relation. Je veux leur épargner la tragédie que je suis. Mais par une grande ironie du sort, parmi les facteurs qui alimentent mon anxiété, il y a le fait de me retrouver seule avec mon bourdonnement intérieur. Si une amie annule notre rendez-vous parce qu'elle n'a pas trouvé de babysitter, j'encaisse cela comme du rejet social. Pour moi, c'est le signe que je suis une chieuse cosmique, que les gens en ont marre de moi, que je suis inadaptée et que plus rien n'a de sens. Au cœur de mon angoisse, il y a le besoin de savoir que je fais partie d'un ensemble, que je suis à ma place. Nous avons besoin de gens détendus, mais ils peuvent causer notre perte. Nous adorons les gens détendus. Ils sont en mesure de supporter notre façon d'être. Et ce sont de grands maîtres dans l'art de lâcher prise sur les problèmes de la vie. Mais ils ont aussi parfois tendance à n'être pas fiables et à ne pas se rendre compte que leur manque de fiabilité est un gros problème pour nous, chez qui l'incertitude peut faire des ravages. Ils peuvent aussi trop souvent se reposer sur les personnes anxieuses qui veulent tout contrôler. Ça m'est égal, décide, toi, disent-ils. Ce qui est gentil et arrangeant, mais aussi très compliqué quand on organise un repas pour 5 personnes tout aussi arrangeantes et qu'on se met à chanceler et que, oh non, tout commence à dégringoler. Quand nous sommes anxieux, nous nous en sortons mieux avec des inconnus qu'avec notre entourage. Je pense qu'en compagnie de nos proches, nous nous sentons super responsables, super coupables et hyper conscients de nos incohérences et de nos besoins névrotiques. C'est épuisant d'être désolé à ce point. À l'inverse, être poli et attentionné à l'égard de la vieille dame à l'arrêt de bus, c'est comme un travail auquel nous devons nous atteler et sur lequel nous nous concentrons, ce qui peut détourner notre attention.
Nous passons parfois pour des extravertis, alors que nous souffrons d'anxiété sociale. Je peux monter sur scène pour parler devant des milliers de personnes. Je peux participer à des émissions télévisées en direct sans faire de crise. Une fois encore, je pense que c'est en partie parce que je gère mieux les choses en présence d'inconnus. De plus, c'est mon travail. Je dois l'exécuter, me montrer à la hauteur. Tel un chef, je mets mon tablier que j'enlève à la fin du service. Par contre, si je dois participer à une expérience humaine banale, où je suis censé m'amuser comme à une soirée, alors que Dieu me vienne en aide. J'ai bien aimé ce qu'écrit la blogueuse Glennon Doyle Malton, qui explique avoir besoin d'être seule physiquement pour faire face à l'anxiété, même si elle est constamment liée sur le plan émotionnel à ses lecteurs. Elle explique: comprenez qu'il est important pour moi d'apprécier l'humanité et tous ces humains adorables qui constituent l'humanité à une distance confortable, car de plus près, ils ont tous tendance à me rendre nerveuse et souvent à m'agacer. Je suis fatiguée et souffre d'anxiété sociale, alors me rendre à des soirées, des fêtes et tous les événements où je suis obligée de m'asseoir à côté d'humains et de leur parler est vraiment hors de question. C'est dans les livres que j'apprends des choses sur l'amour et sur l'humanité. Le paradoxe, nous sommes capables de tenir un discours cohérent, rationnel sur notre anxiété, et même d'en plaisanter, alors que nous angoissons constamment. C'est encore un paradoxe cruel qui affecte considérablement nos proches. Voici une explication qui peut aider à comprendre cette apparente contradiction. Les pensées anxieuses, semble-t-il, ont plus de poids dans le cerveau que les pensées liées au savoir. Quand on panique, les faits et les données sensées s'envolent. Nous avons l'air de savoir vraiment où nous allons, alors que nous n'avons aucune idée de ce que nous voulons. Notre attachement borné aux choses, habitudes, règles, besoin de contrôler, ne se fonde pas sur la sensation juste de faire ce qu'il faut. Loi s'en faut. Nous faisons face tant bien que mal, tout en nous cramponnant comme des fous. Comme j'en parlerai dans un chapitre à venir, notre anxiété nous laisse totalement incapables de choisir entre plusieurs options. Si vous êtes un proche d'une personne souffrant d'anxiété, osez lui dire franchement ce que vous voulez quand elle se trouve prise dans la spirale. Elle respectera vos préférences et réagira bien face à la certitude. C'est un vrai soulagement. Et si vous êtes une personne anxieuse, acceptez cette vérité et suivez le choix de l'autre quand il l'énonce. C'est le marché. Nous avons l'air d'être forts et de maîtriser les situations, alors que nous avons encore plus besoin d'aide que la plupart des gens. Mon besoin de contrôle donne l'impression que je maîtrise les situations et, pour être honnête, effraie la plupart des gens qui n'osent pas s'approcher pour me proposer de l'aide, même quand je m'absente ou que je suis face à eux et les implore de m'aider. Le psychiatre que je voyais pendant que j'écrivais ce livre m'a fait remarquer que je microgérais, même la façon dont je recevais de l'aide de mes proches, ce qui peut donner aux proches l'impression de ne servir à rien. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que j'ai vraiment besoin que quelqu'un intervienne avec conviction et s'occupe un moment de la planète. C'est simplement que je suis incapable de corriger à temps mes attitudes névrotiques. Nous pensons sans arrêt à tout et à tout le monde, alors que nous sommes vraiment super égoïstes. Il y a une chose que je déteste dans l'anxiété, c'est qu'elle me rend terriblement égocentrique. J'oublie les anniversaires où je n'ai pas l'énergie ou la créativité d'acheter un cadeau. Pourtant, j'aimerais pouvoir expliquer que dans mes moments d'anxiété, je me soucie vraiment davantage du bien-être des autres que du mien.
Les gens qui souffrent de phobie de l'avion sont extrêmement inquiets pour leurs enfants. Ceux qui ont des TOC redoutent par exemple qu'un de leurs proches meure s'ils ne se lavent pas les mains. Oh, tout cela est vraiment dur pour tout le monde, non? Point 56. Autre chose. Parfois, les 387 462 pensées folles et contradictoires viennent me solliciter de partout jusqu'à ce que je finisse par être complètement immobile dans ma tête. Je ne cours pas, je n'essaye pas de combattre les pensées par la douleur physique. Non, je suis paralysée. Je m'immobilise soudain et regarde l'espace. Et si je reste immobile, les pensées finissent par disparaître. On sait maintenant que l'inhibition est une troisième réaction possible au stress. Les psychologues parlent désormais de réaction de fuite, de lutte ou d'inhibition face au stress. Nous y recourons quand il n'y a plus d'espoir, comme un animal qui fait le mort quand il ne peut plus s'échapper, dans l'espoir que son prédateur ne le remarque pas. Je connais des personnes qui ont des réactions dissociatives. Ils quittent presque leur corps et comme une personne que j'ai rencontrée me l'a expliqué, voient la vie à travers une vitre. Point 57. Autre chose encore. Quand je suis prise dans une spirale d'anxiété, j'ai une profonde envie d'y rester. Je m'empêche de me calmer. Il me paraît trop difficile d'arrêter le train fou et j'ai parfois le sentiment de me délecter de ce drame, ce qui est une idée carrément dérangeante. C'est parce que dans le tourbillon de l'anxiété, et ce que je vais dire est vraiment dingue, je me sens en sécurité. L'anxiété me maintient dans une action effrénée, ce qui m'est tout à fait familier. Je suis douée pour faire. C'est le cas de la plupart des anxieux, non? L'anxiété est une fête du faire, éclairée au stroboscope. Je me convainc que mon activité frénétique aboutit à de vraies réalisations. Quand je suis anxieuse, j'attise souvent l'anxiété en buvant plus de café que d'habitude et en envoyant des mails qui compliquent les programmes déjà établis. Je suis comme les types qui sortent le samedi soir et cherchent la bagarre. Pourquoi? Pour avoir raison de se battre pour quelque chose? Quand je suis prise dans une spirale d'anxiété, cette réticence à céder au calme peut être plus forte encore. Si nous arrêtons d'agir, qui va s'occuper de ce bazar? Il y a quelques années, une petite étude sur des adolescents a démontré que le cerveau des anxieux était hyper connecté, ce qui signifie que les deux hémisphères de leur cerveau communiquent un peu trop, ce qui génère une rumination constante, c'est-à-dire que l'enfant pense en permanence à un problème sans vraiment essayer de trouver une solution, comme si la rumination permettait de faire une pause au moment où on devrait s'engager dans une direction ou une autre. Le docteur David Organ, psychiatre et directeur de la Fondation australienne de prévention du suicide, affirme que le cerveau est avant tout une machine à résoudre des problèmes. Il cherche ce qui ne va pas, puis essaye de trouver les moyens d'y remédier. Malheureusement pour les personnes anxieuses, les problèmes ne se trouvent pas dans le moment présent, ils sont projetés dans le futur, si bien qu'il est physiquement impossible de les résoudre. La rumination donne l'impression de faire au moins quelque chose. Tout vaut mieux que le néant, le fait de ne pas savoir, et à plus forte raison d'avoir à se poser tranquillement avec soi-même. L'activité incessante détourne notre attention de l'angoisse. Cela nous empêche d'être engloutis dans le flanc. Jody Picoult le dit clairement. L'anxiété est comme un fauteuil à bascule. Elle vous donne quelque chose à faire, mais ne vous emmène pas bien loin. Et ça, c'est vrai. Mes proches essayent de m'éloigner du bord. Mais si leurs tentatives sont tant soit peu hésitantes, bancales, ou qu'ils me les présentent avec circonspection, ce qui, on peut le comprendre, est souvent le cas, je résiste.
Les voir hésiter devant ma frénésie d'action ne fait que renforcer mon besoin de contrôle. Si je ne me soucie pas des choses, si je ne m'en occupe pas, si je ne m'agis pas, que va-t-il se passer? Qui va s'en charger? De plus, et je pense que c'est un élément essentiel, l'anxiété n'est pas, dans ma drôle de petite tête qui vrille, le problème, mais la solution. Elle maintient ce bateau ivre à flot. Mes amis, ne me l'enlevez pas. Point 58. Donc, que doit faire un pauvre membre de notre entourage quand il est confronté à tout cela? Quand nous sommes dans cette fuite primaire, quand nous ne nous en sortons pas avec d'autres gens, quand nous sommes complexes à ce point, quand nous entrons, chancelant, dans une spirale ou une crise de panique. Oh, quelle question intéressante et complexe! D'abord, si je peux m'adresser à toutes les personnes vivant dans l'orbite d'un anxieux, prenez les rênes quand nous n'allons pas bien. J'en ai parlé à mon ami Rick, qui sait que je n'allais pas bien ces derniers temps. Il sait aussi que quand je ne vais pas bien, j'ai des accès de panique du week-end. Il a été parfait et très utile, sans que cela ait été particulièrement pénible ni exigeant pour lui, je pense. Rick, 7h40 samedi matin. Hello ma belle, ça te dit d'aller dîner quelque part ou de voir un film au cinéma? Est-ce que ça te ferait plaisir que j'organise tout et que tu n'aies plus qu'à me rejoindre? Moi? Super! Je vais utiliser ce message comme exemple pour montrer comment faire plaisir à une personne totalement flippée et épuisée. Rick, 11h40. L'heure la plus matinale à laquelle on peut revenir vers moi pour confirmer, une fois que les réservations des cinémas et des restaurants sont ouvertes. J'ai réservé le resto et le ciné. On se retrouve au feu rouge à 18h précise. L'autre chose que vous pouvez faire, cher proche d'une personne souffrant d'anxiété, c'est d'être simplement là, patient, quand nous vacillons, de rester, et de le faire avec détermination et certitude, en dépit de notre façon très convaincante de vous repousser et de notre instabilité frénétique. Votre patience et votre calme créeront un tel contraste avec notre état que nous finirons par nous sentir idiots et par redescendre sur terre, car l'anxiété passe. Sur le site de mighty.com, on trouve régulièrement des exemples de ce que les lecteurs anxieux peuvent dire à leur entourage quand ils commencent à partir en vrille. Les commentaires provenant du monde entier sont en quelque sorte l'écho de ce simple vœu. Restez avec nous, présent et stable. En les lisant, vous vous sentirez peut-être moins désemparé devant la difficulté de trouver la bonne attitude avec nous. Ne me laissez pas tomber quand je m'isole, dit Jen. Laissez-moi tranquille, mais ne m'oubliez pas, dit Vicky. Emmenez-moi au calme, dans une pièce où je pourrais rester seule un moment. Mes crises de panique surviennent en général parce qu'il y a trop de bruit ou trop de gens. Mieux vaut que je m'éloigne, dit Amber. Aidez-moi à laisser passer du temps et à laisser la crise se dérouler. Éventuellement, emmenez-moi dans un endroit où je me sentirai en sécurité, dit Kevin. Pendant une crise de panique, demandez-moi si vous pouvez vous approcher de moi. Me sauter dessus peut aggraver la crise. Tantôt cela me fait du bien qu'on me tienne la main, tantôt c'est ce qui déclenche une crise, dit Ashley. Restez calme, je finirai par me nourrir de votre calme et par me calmer, dit Marissa. J'ai besoin que vous ne coupiez pas le contact, même si je suis tellement anxieuse que je ne sors plus de chez moi. J'ai besoin de savoir que quelqu'un tient toujours à moi et a toujours envie de me voir, dit Hailey. Je vois bien que vous ne comprenez pas, mais vos efforts comptent plus que tout à mes yeux, dit Avery. Point 59. En ce qui me concerne,
Je rêve évidemment qu'on soit ferme, compatissant et déterminé avec moi. Genre, je m'occupe de tout, ma chérie, y compris et surtout quand je m'isole, me coupe de tout, m'enfuis, cours sans soutien-gorge, repousse les gens et me livre à toutes sortes de choses très moches qui laissent perplexe la poignée de gens qui m'a déjà vu en crise. Mais je pense que c'est trop demander à un autre être humain d'appréhender totalement les complexités de la situation quand nous sombrons. Nous, les anxieux, sommes féroces quand il s'agit de se protéger. Nous ne voulons pas qu'on nous enlève notre dose. Et nous sommes très convaincants dans l'art de repousser les gens. Je sais que je teste les autres pour voir s'ils sont capables de s'occuper de moi. Je crois que c'est ça. À moins que je ne vérifie seulement leur solidité. Je t'en prie, décide. Je t'en prie, sois le roc auquel je peux me raccrocher quand je pars en vrille. Je t'en prie, dis-moi avec fermeté que nous allons faire le tour du pâté de maison, puis que nous allons préparer des nachos pour le dîner. Des nachos, précisément parce que tu as envie de nachos. Je t'en prie, ne me demande pas ce dont j'ai envie. Tout cela peut être très perturbant, très exigeant et très éprouvant pour les autres. Aussi, je pense qu'il faut leur venir en aide. C'est une responsabilité. Il arrive à mon amie Lizzie de sombrer dans ce qu'elle appelle sa caverne émotionnelle. Cela faisait paniquer son mari Johnny qui quittait la maison, jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de le rassurer. Elle me raconte. Je lui ai dit que quand j'allais dans ma caverne, ce n'était pas contre lui, que j'étais mal, mais pas mal avec lui. Et j'ai ajouté, je t'autorise à revenir et à me sortir de la caverne. Et le plus important, je te promets que je coopérerai quand tu le feras, a-t-elle terminé. Je suis persuadée que le fait d'aider nos proches aux prises avec notre panique allège aussi notre anxiété. Cela nous pousse à puiser dans nos forces intérieures dont nous ne manquons pas du fait que nous gérons un bourdonnement beige à longueur de journée. Nous devenons notre propre Miss Jane. Point 60. Au tout début de notre relation, le naturellement doué pour la vie m'a téléphoné alors que j'étais en pleine spirale. C'était un samedi. J'étais perdue, en vrac, et je l'ai repoussé. Ce à quoi il a répondu qu'il avait envie que nous allions à la pêche. « J'ai envie d'aller à la pêche. Allons pêcher, a-t-il dit. Puis il m'a donné une adresse. « Peux-tu être là dans une demi-heure? Je prépare tout et je t'attends. » J'ai dit oui, et mon anxiété s'est allégée avant même que je raccroche. Foup! Il était là à l'heure dite, avec un bateau à moteur et des casquettes de baseball. Nous nous sommes arrêtés pour acheter des hamburgers au bacon et aux œufs, avec une tranche de fromage sur le dessus, parfaitement fondu. Terrible et délicieux. C'est le meilleur hamburger que j'ai jamais mangé, ai-je dit entre deux sanglots. Nous avons pêché 2 petits poissons que nous avons aussitôt remis à l'eau. Ma spirale d'anxiété s'est dissipée parce que je me suis trouvée face à une grande fermeté. La décision avait été prise fermement, jusque dans les détails. Il était stable dans son envie d'aller pêcher et ne se reposait pas sur moi pour décider. Tout ce qui est ferme aide. Cela m'indique que quelqu'un ou quelque chose a la situation en main. Je me sens soutenue et cela suffit pour que je ralentisse moi-même la spirale. Cela dit, je vais être super honnête avec vous. S'il a pu m'aider, c'est aussi parce que j'ai pris la responsabilité de l'aider. En réalité, j'étais partie en vrille parce qu'il m'avait appelé pour faire le programme de la journée avec 3 heures de retard. Et oui, il est relax. C'est ce qui a tout déclenché. Le fait de ne pas savoir ce qui se passait, ni si je devais l'appeler moi-même. En plus de toutes les incertitudes liées à une histoire qui n'en est qu'à ses débuts. La panique du week-end
et mon anxiété d'être anxieuse m'ont fait dégringoler de plus en plus bas. Mais je n'ai rien dit. J'ai simplement dit que je paniquais, que j'étais vulnérable. Je ne lui ai pas rejeté la faute. J'ai simplement signalé que je souffrais. Et quand il est intervenu pour me sortir de là, je me suis montrée coopérative et j'ai répondu « oui ». Plus tard, quand j'ai pu lui expliquer pourquoi j'étais sur les nerfs et lui expliquer que la certitude, le retard et la nonchalance déclenchaient mon anxiété. Malheureusement, j'ai rarement été capable de décrire aussi clairement mes besoins et de me montrer aussi responsable. J'essaye de me remémorer souvent cette journée en barque particulièrement dingue. Point 61. Passage à faire lire aux proches. Un jour, sur un site consacré à l'anxiété, j'ai suivi un fil au sujet de l'impact sur les conjoints du besoin maladif des anxieux de tout contrôler. J'en ai retenu ce conseil qui s'adresse à tous les conjoints perplexes mais attentionnés. Ne confondez pas notre besoin de contrôler notre environnement avec un besoin de vous contrôler. Quand on s'énerve parce que le couvre-lit fait des plis, qu'on vous demande de retourner vérifier que vous avez bien fermé les robinets quand vous vous êtes levé en pleine nuit pour aller aux toilettes, c'est que nous essayons de vérifier tout ce qui, à nos yeux, pourrait aller de travers, tout ce qui pourrait déclencher une crise d'anxiété et nous gâcher la vie à tous les deux. Nous ne cherchons aucunement à vous contrôler. Et à tous les conjoints qui me lisent, j'ai conscience que ce n'est pas du tout l'impression que nous donnons. Et c'est beaucoup demandé, je sais, mais je vous invite humblement à essayer de regarder les choses sous cet angle, car il se pourrait que cela vous réconforte au sujet de la position très délicate, mais honorable, dans laquelle vous vous trouvez sans nul doute. Point 62. Vous savez, la valeur que j'accorde à la méditation. Pourtant, je dois admettre qu'elle est inefficace lors d'une crise de panique ou d'une spirale d'anxiété. Nos affreuses descentes sont rapides, l'adrénaline monte en flèche, trop vite et trop haut pour qu'on puisse se consacrer à toute activité requérant concentration, discipline et centrage. Cela exercerait une pression trop grande. Une fois encore, ce serait faire un trop grand écart qui risquerait simplement de vous donner envie de frapper le coussin de yoga de votre voisin à grands coups de fourchette. En fait, le seul objectif est de rétablir un peu le contact. Dans les moments de crise, je préfère le faire par l'intermédiaire de mon corps. Le corps est solide et il n'est pas là-bas, pas trop éloigné de nous. C'est là que mes cellules prennent le relais. Le contact d'un vendeur de chaussures. Un samedi, dans un centre commercial, j'ai eu un moment de faiblesse. Parce que c'était un samedi, parce que je me trouvais en plein centre commercial et parce qu'il y avait des gens. Je sais que le contact d'un inconnu me fait du bien, en général. Il ramène immédiatement mon attention sur mon corps, ce qui rétablit le contact. Cela ne m'emmène pas tout à fait sur le petit banc de bois au fond de mon cœur, là où on peut vraiment trouver la paix. Mais de toute façon, dans les moments de crise, la méditation est souvent hors de portée. Un pas après l'autre, mes amis. J'aperçois un magasin de chaussures de sport, je fonce et demande au vendeur d'essayer des chaussures. Je lui dis que je ne connais pas ma pointure pour qu'il mesure mon pied avec l'un de ses appareils en métal. Ce qui le contraint à tripoter grossièrement mais fermement mon pied, qui possède toutes les caractéristiques des pieds d'une dague de course. Il me fait la conversation, ce qui est sympa. Il me dit qu'il est étudiant en ingénierie et va courir tous les jeudis soirs avec sa copine dans un club de course à pied avant d'aller manger une pizza. Le contact de ses mains me calme. Je n'ai pas acheté de chaussures, mais je me suis inscrite à leur club, ce qui a ravi au plus haut point la dague de course que je suis. PS.
Il me semble aussi que le fait de faire quelque chose d'un peu décalé est bénéfique. Je ne vous oblige à rien, mais n'hésitez pas si vous sentez que vous avez besoin de faire un léger pas de côté pour mettre fin à une spirale d'anxiété. Un petit brin de folie peut parfois alléger la situation. Offrez-vous un massage thaïlandais. Dans une étude publiée dans le Journal international de neurosciences, les personnes qui ont été massées ont vu leur taux de cortisol diminuer de 31% et ceux de sérotonine et de dopamine augmenter de 31%. Selon la même étude, les massages du crâne seraient particulièrement bénéfiques. Ils favorisent l'afflux sanguin dans le cerveau et réduisent la tension à l'arrière de la tête et du cou. Je sais également que le massage thaïlandais est le plus efficace. Le toucher est ferme, franc et nécessite un engagement minimal. Un massage thaïlandais dans un salon bon marché permet d'aller droit au but, la reconnexion à son corps. Pas de musique carillonnante, ni savate, ni peignoir blanc. Pas de besoin d'avoir l'air privilégié ou distingué. Avoir l'air privilégié et distingué m'angoisse en me donnant le sentiment qu'il faut absolument que je me réjouisse de ce que je vais vivre. Je trouve qu'il vaut mieux aller dans des salons de massage ordinaires et bon marché. Celui où je vais régulièrement se trouve sur King Cross, le quartier chaud de Sydney, où j'entends les junkies dehors se disputer pour un mégot de cigarette. Il y a des serviettes de toilette élimées à l'effigie de Duffy Duck sur la table de massage, et le lecteur de cassettes diffuse en boucle les plus grands classiques. Cette atmosphère ordinaire et sans prétention convient mieux à ma situation. Elle n'exige pas de moi de faire trop d'efforts, et je peux de mauvaise grâce, à contre-cœur, rétablir le contact avec moi-même. Point 63. Voici d'autres astuces que j'ai trouvées sur Internet pour rétablir le contact avec son corps afin de stopper la spirale d'anxiété. Certaines sortent un peu des sentiers battus, ce qui est enthousiasmant. Je prends un gros pinceau soyeux de maquillage et le passe sur mon bras ou sur mon visage. J'en laisse un petit dans mon sac à main pour les urgences. C'est très utile quand je sors. Le fait de détacher mes cheveux, puis de les tresser, m'apaise toujours. De même si quelqu'un me fait une tresse ou me brosse les cheveux. Me trémousser. Quand je sens l'anxiété gonfler dans ma poitrine et que ça va vraiment mal, je mets de la musique et me défoule en dansant. J'imagine que je fais sortir l'anxiété de ma poitrine, que je la tire ou la secoue du bout des doigts et la jette par terre. Cette méthode m'a sauvé de nombreuses crises de panique. Je me balance dans mon fauteuil à bascule. Je finis par me calmer et le fauteuil part s'immobiliser. L'un des forums que j'ai organisé avec Black Dog a également fourni d'autres techniques. Book nous dit « Compter ses pas me fait du bien, de préférence à grande enjambée. » Gaël dit « Je lis à l'endroit et à l'envers. » Pour Jonah, c'est « Quand je me sens anxieuse et que je manque de confiance en moi, j'imagine simplement que les autres s'en fichent complètement et ça va mieux. » Qui lit « Je mets des bouchons d'oreilles pour me protéger. » Remarque finale sur les crises de panique somatiques et la méthode pour les gérer. Si vous faites des crises de panique, de celles qui vous laissent haletantes, en nage et avec des palpitations, voyez ce que vous pensez de ceci. J'ai trouvé cette méthode vraiment intéressante et suis capable de la mettre en pratique lors de mes crises d'anxiété. C'est en substance un processus dans lequel on regarde très froidement la crise telle qu'elle est. Voici comment cela fonctionne. Quand la perception d'une menace ou d'un danger arrive à l'amygdale, celle-ci déclenche automatiquement la réaction de fuite ou de combat. C'est ainsi. Pour les gens anxieux, l'interrupteur
est particulièrement sensible, évidemment. Or, voyez-vous, notre pauvre vieille amygdale ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace perçue. En conséquence, que la menace soit réelle, un tigre s'approche de nous, ou qu'elle soit créée par des pensées instables, ou l'inquiétude au sujet de la réunion au travail de demain, le corps réagit de la même manière. Nos pupilles se dilatent pour laisser entrer davantage de lumière et améliorer notre vision afin de trouver la meilleure stratégie de fuite, selon la distance à laquelle se trouve la menace et la direction la plus sûre à emprunter. D'où le fait que notre vision de près se brouille. La respiration s'accélère et se concentre dans le haut de la poitrine, manifestement pour donner au corps l'oxygène nécessaire à la fuite ou au combat, d'où le fait que nous nous sentions oppressés. Mais si nous ne fuyons pas, ni ne nous battons, l'oxygène s'accumule, d'où le fait que nous ayons des vertiges. Puis, le cœur bat plus vite pour envoyer l'oxygène dans le corps, et nous avons l'impression de faire un malaise cardiaque. Ensuite, nous transpirons pour empêcher le corps d'être en surchauffe, la pression sanguine augmente et les muscles se contractent. Nos veines se contractent pour envoyer plus de sang aux principaux groupes musculaires, d'où le fait que nous ayons souvent les mains et les pieds froids. Le système digestif s'est mis en veille pour laisser les nutriments et l'oxygène atteindre les membres et les muscles. D'où le fait que nous ayons la bouche sèche, le ventre agité, la nausée et la diarrhée. Bon, pause. Prenez un moment pour relire cette description de symptômes physiques. Les vertiges, le souffle court, la tension musculaire, etc. Une vraie crise de panique. Mais au lieu de regarder ces symptômes comme la réponse biologique normale de notre cerveau, nous, pauvres anxieux, avons tendance à les interpréter comme la preuve qu'il y a bien quelque chose de grave, de catastrophique et de très menaçant. Vu sous cet angle, on peut dire que les crises de panique sont une mauvaise interprétation de nos symptômes. Nous prenons pour de l'anxiété des symptômes analogues à ceux de l'anxiété, ce qui nous rend anxieux d'être anxieux, et peut dégénérer en un syndrome distinct appelé sensibilité à l'anxiété, consistant à angoisser à cause de certaines sensations associées à l'expérience de l'anxiété. Ce peut être la peur de vomir, de trembler ou d'avoir une crise de panique en public. Ouh là là! Je trouve curieusement réconfortant de savoir que mon anxiété peut parfois être un cas de mauvaise interprétation de réactions physiques. J'espère que ça l'est pour vous aussi, surtout si vous êtes sujet aux crises de panique plutôt qu'aux spirales d'anxiété. Cela atténue la sensation d'être submergé, enfin je trouve, et la crise commence à se calmer un peu. Avec le temps, j'en suis venue à trouver ce phénomène assez mignon aussi, comme quand on regarde l'enfant tout rouge pendant la compétition sportive, avec compassion et douceur. Demandez-vous quel est le problème? Oui, encore une fois, j'aime bien ce conseil. Il est un peu différent de celui d'écarteler et peut-être plus facile à mettre en œuvre quand on se trouve chancelant sur le seuil d'une crise de panique ou d'anxiété. Gretchen Rubin, autrice de l'Opération Bonheur, me l'a donné au cours de l'une de nos conversations téléphoniques. Il me semble qu'elle le mentionne aussi sur son blog ou dans l'un de ses livres. Elle me raconta la fois où elle était stressée d'aller passer une semaine chez ses parents à Kansas City. Il fallait qu'elle travaille pendant les vacances et cela la rendait nerveuse. La tension montait à l'approche des vacances. Mais dans l'avion, elle s'est posé la question: quel est le problème? Et a creusé un peu.
Le problème n'était pas de devoir travailler pendant les vacances. En effet, cela ne l'avait pas gêné de travailler un peu avant de rejoindre sa famille pour se détendre. Le problème était qu'elle n'avait pas d'endroit tranquille pour travailler. Elle a creusé encore. Chez ses parents, il n'y avait pas de bureau dans sa chambre. Quand elle a atterri, elle a foncé chez Target et a acheté une table de jeu à 25 $. Les avions sont un bon endroit pour s'obliger à regarder vraiment les choses en face. Le truc que j'utilise désormais assez régulièrement et avec la détermination d'un avocat new-yorkais est de faire une pause et de me demander quel est le problème? Ne serait-ce pas simplement des symptômes physiques de l'anxiété? Sûr?